J'insiste vraiment, ne nous trompons pas, il y a des votes qui se perdent, qui deviennent inutiles. Voter PTB, c'est faire une voie royale à la droite. C'est vraiment faciliter le travail et l'arrivée du MR et d'autres partis. D'ailleurs, certains membres du MR l'ont dit. Et donc, moi, j'insiste vraiment, si on veut voter utilement, il faut voter pour le PS. C'est ce qu'on verra alors le 25 mai. En tout cas, Elio Di Rupo, merci d'avoir pris du temps et d'avoir été avec nous au studio. C'est moi qui vous remercie. Surtout qu'il y a un président chinois qui vous attend et puis aussi 2 pandas, encore eux. Merci beaucoup et bonne journée. Merci beaucoup. Tijd voor de NVA. Alors, le stratégique, etc. Il est l'heure, fini l'heure de danser. Danse, t'inquiète pas, tu vas danser. Chers camarades, mais qu'est-ce que vous êtes beaux! Je vérifie, je laisse le temps de faire clic-clac Kodak. On ne ment jamais autant qu'avant les élections, pendant la guerre et après la chasse. Alors... Tu aimerais faire la fête, ta mère veut te la faire aussi. La fête. Vous avez vu quelle pétaudière c'est devenu. Tout le monde te fera aussi. La fête. Ik neem gekregen van Elio op mijn borst. Ik ben een grote fan van Elio. Hip hip hip. Bonjour et bienvenue dans le grand débat belge de mise au point avec du monde et rien que du beau monde aujourd'hui. 5 présidents de partis francophones face aux représentants de 4 partis flamands. On va parler de ce qui les rassemble et de ce qui les divise en cette campagne. Alors, pour vos réactions, c'est comme d'habitude sur la page Facebook de Mise au point ou bien sur Twitter via le mot-clé MapRTBF. Alors on commence par l'économie, un sujet intéressant. Vos programmes promettent tous le meilleur, des jours meilleurs, plus d'emplois, moins d'impôts. Mais alors la question c'est avec quel argent on va financer ça? Comment est-ce qu'on fait? Certains proposent des économies dans les dépenses publiques. Alors Hendrik Weuys, c'est votre parti, la NVA, qui va le plus loin sur la question. Vous voulez vraiment geler toutes les dépenses de l'État? Oui, effectivement, c'est ce qu'on appelle la Moesennorm. Donc nous voulons geler les dépenses de l'État, mais pour une raison bien évidente. Donc les dépenses étatiques, c'est 54% du produit national brut. Nous avons néanmoins au niveau fédéral une dette de 100% environ du produit national brut. Mais ce que j'aimerais bien dire, c'est qu'avant de commencer de faire des économies, qu'il y a quand même une certaine règle à respecter. Donc en Flandre, le gouvernement flamand a réussi à avoir un budget en équilibre depuis 4 ans grâce au ministre Meuters de la NVA. Nous avons également réduit la dette de 7 milliards d'euros à 4 milliards d'euros. Ça, c'est l'exemple à suivre alors? L'exemple à ne pas suivre, c'est l'exemple du gouvernement wallon, où nous constatons que, apparemment, selon la Cour des comptes, il y a là une dette cachée. La dette de Wallon ne serait pas de 6,2 milliards d'euros, mais bien de 11 milliards d'euros. Donc là, il y a apparemment une dette cachée. Je crois qu'on nous adresse souvent des reproches et on nous parle d'une loyauté fédérale. Il faudra peut-être un jour oser parler de la loyauté fédérale budgétaire. Ça implique déjà une réaction du côté du Parti socialiste. Paul Magnette, on vous attaque directement du côté de la NVA sur cette dette wallonne cachée. Est-ce qu'il n'y a pas des économies à faire dans ce domaine? Mais on a déjà fait un certain nombre d'économies, peut-être qu'on peut encore en faire certaines, mais moi je veux aussi attirer l'attention sur le fait que derrière ces économies, il y a des hommes et des femmes et il y a des réalités. Quand on prend la sécurité sociale, 97% du budget de la sécurité sociale, c'est les pensions, c'est les soins de santé, c'est le remboursement des médicaments, c'est le remboursement de la visite chez le médecin. Pour moi, on ne doit pas toucher ni aux pensions, ni évidemment au remboursement des soins de santé, d'autant qu'on sait que la population va vivre plus longtemps et donc on aura vraiment besoin de ces budgets. Si je prends le budget de l'État, on nous dit déjà qu'il n'y a pas assez de magistrats. Moi, je demande à ceux qui veulent réduire massivement à plusieurs milliards, comment est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire moins de policiers, moins de magistrats, moins de pompiers, moins d'enseignants, moins d'infirmières. Je ne vois pas où on peut aller faire. On peut faire des petites économies certainement ici ou là, on l'a fait et on continuera à le faire, mais faire croire qu'on peut aller chercher des milliards, ça n'est pas vrai. On ne peut pas le faire en préservant les services publics et la sécurité sociale, et ça, c'est notre priorité absolue. Charles Michel, une réaction à ça, il n'y a plus moyen de faire des économies
économies, dit Paul Magnette. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Vous parlez souvent des économies au niveau wallon, mais au niveau fédéral aussi, est-ce qu'il y a moyen d'en faire? Mais en tout cas, au niveau fédéral, on a fait des efforts très importants, puisque en 2 ans et demi, on a assaini le budget de l'État fédéral à concurrence de 22 milliards. C'est historique. On n'avait jamais fait un tel effort en aussi peu de temps. Et ça montre bien qu'avec de la volonté et du courage, et les circonstances imposaient ce courage, on peut améliorer le fonctionnement de l'État. Il y en a qui disent qu'on est à l'os et il n'y a plus moyen. Moi, je ne suis pas d'accord avec la NVA et je ne suis pas d'accord avec Paul Magnette. Je m'explique. Quand la NVA dit on va baisser de manière linéaire les dépenses, c'est idiot, c'est insensé. Pas de question pour moi, par exemple, de toucher à la sécurité sociale, de toucher aux magistrats. Au contraire, à Bruxelles, on a décidé de recruter, c'est en cours pour l'instant, des magistrats supplémentaires pour lutter contre l'arriéré. Par contre, Madame Montet, dans une réforme fiscale, dans une réforme économique, il y a 2 impacts qui peuvent être importants. Le premier, c'est créer de l'emploi supplémentaire. On va parler de l'emploi après, mais c'est vraiment sur les sources de recettes. Madame Montet, c'est crucial parce qu'en créant de l'emploi supplémentaire, on baisse les dépenses de chômage. C'est la première manière d'assainir durablement le budget et les finances. Et le deuxième point, il faut faire des économies de fonctionnement. Je donne un exemple. Rapidement, parce que sinon, on va passer à permettez-moi de répondre pour être précis. Dans l'espace francophone, dans les cabinets ministériels francophones, il y a plus de 1000 collaborateurs de cabinet, proportionnellement on les vire alors, en Flandre. Mais je crois qu'après les prochaines élections, il faut effectivement que les ministres montrent l'exemple. Deuxième exemple, nous avons proposé en Wallonie une liste de 75 structures publiques et parapubliques qui, selon nous, n'ont pas de valeur ajoutée. Il faut rationaliser, rassembler, lutter contre les doublons. Et ça rapporte progressivement des moyens. On va en laisser un petit peu pour tout le monde. Et je veux être clair, je ne propose pas de supprimer ou de licencier des fonctionnaires. Il faut au contraire assouplir les règles de mobilité pour permettre à des personnes de pouvoir se recycler dans d'autres services publics. Ok. Alors Guy Van Engel, le VLD, lui dit on peut faire 15 milliards d'économies. Donc vous êtes plus proche de la NVA sur ce thème, avec des économies linéaires, que du MR, si je comprends bien. Non, nous sommes plus proches du MR à ce sujet. Première petite chose que je voudrais dire, M. Veil parle du Mouse-norme. Il faut savoir que le Mouse-norme... Oui, c'est quoi cette norme? Oui, c'est une norme qui doit geler toutes les dépenses de l'État à un certain niveau. Mais la NVA prône que ce Mouse-norme ne vaudrait pas pour la Flandre. Petit élément. Oui, les économies fédérales, mais pas pour la Flandre. Le budget est en équilibre. Deuxième élément, M. Veil, la région bruxelloise, elle est aussi en équilibre. C'est le meilleur élève de la classe budgétaire du pays. Troisième élément, moi je rejoins tout à fait Charles Michel. Donc pour assainir les finances publiques, pas mieux de mettre le plus que de gens possible au travail. Et donc ça, c'est l'enjeu des années à venir. Et donc c'est à ça que nous devons nous atteler. Essayer de mettre le plus de gens que possible au travail. Ça permet de diminuer les dépenses de l'État et ça augmente les recettes par le biais de la fiscalité. Mais est-ce qu'on ne peut pas vendre, par exemple, des participations dans des entreprises publiques? Il y a Belgacom, La Poste... Ça peut se concevoir, mais l'enjeu le primordial, c'est de mettre les gens au travail. Et donc le tout dans un équilibre prudent. Je crois que si nous avons, en tant que pays, mieux résisté à la crise que l'ensemble de l'Europe a subi, c'est grâce au fait qu'on a eu l'intelligence de modérer et d'être prudent dans les coupes sombres que certains autres ont fait. Quand je vois la Hollande, par exemple, elle se trouve dans une situation beaucoup plus difficile que la nôtre, mais là, il y a eu des coupes sombres qui ont freiné l'économie. Et freiner l'économie, ça, il ne faut pas faire. Ok, Émilie, une réaction sur cette position d'écolo par rapport au fait que, est-ce qu'on peut encore faire des économies sur ces dépenses publiques, ou bien vous êtes plus proche de Paul Magnette qui dit, bah non, on est à l'os, il ne faut pas que les gens en souffrent? Mais donc il ne faut pas confondre la recherche de l'équilibre budgétaire nécessaire à terme, parce que quand on s'endette, c'est une dette pour les générations futures, et donc il faut effectivement éviter les spirales d'endettement. Mais il ne faut pas confondre cet objectif-là avec un autre objectif qui est beaucoup plus essentiel, qui est l'équilibre budgétaire des citoyens eux-mêmes. Et effectivement, le gouvernement fédéral s'est désendetté à un rythme très rapide. C'est le Fonds monétaire international qui disait il y a 15 jours, donc le Fonds monétaire international, ce n'est pas le service d'études d'écolo, donc qui disait il y a 15 jours, attention, vous êtes doté d'une trajectoire budgétaire beaucoup trop rapide et vous risquez de finalement
faire pire que bien, à savoir que quand on se dote d'objectifs budgétaires trop ambitieux, on empêche les pouvoirs publics de faire leur job. Et c'est quoi le job des pouvoirs publics? C'est de faciliter la vie des citoyens. On a aujourd'hui un boom démographique important et donc il faut créer des places en crèche, il faut financer l'enseignement, mais c'est aussi se doter de capacités d'investissement stratégique, par exemple dans la question énergétique. Et donc nous, bien sûr qu'on veut à terme tendre à l'équilibre budgétaire, mais à un rythme soutenable. Et il y a moyen de le faire sans aller chercher dans les poches des contribuables. Il faut mieux équilibrer la fiscalité. On en parlera. Alors, si on ne trouve pas en économie, il faut aller le chercher en recette. Hein. Aujourd'hui, la fiscalité en Belgique, elle a atteint un niveau qu'on ne doit pas dépasser. La fiscalité est à un maximum en Belgique. Par contre, elle est mal répartie. Ceux qui travaillent payent beaucoup d'impôts. Ça coûte cher aux entreprises d'engager, alors que d'autres, ceux qui délocalisent, ceux qui font du chantage à l'emploi, par exemple ArcelorMittal ou d'autres, passent à travers les mailles du filet. Aujourd'hui, les intérêts notionnels, ils profitent seulement pour 10% aux PME, alors que les PME, elles engagent 63% des gens. Et donc, il faut des dispositifs qui, à la fois, remplissent les caisses de l'État pour que l'État puisse faire ses missions, mais qui, en même temps, donnent du sens à l'économie. Une réforme fiscale, on a compris la mesure que vous voulez mettre dans votre réponse. Benoît Ludgen, la Belgique est quand même 4e championne en termes de dépenses publiques. Hein, si on regarde les statistiques d'Eurostat, ça représente, j'ai le chiffre ici, 55% du produit intérieur brut en 2012 et ça a encore augmenté par rapport à l'année d'avant. Est-ce qu'il n'y a pas quand même là quelque chose à gratter dans ces dépenses publiques? Il ne faut pas confondre deux choses. Il y a d'une part la réalité des investissements et on doit pouvoir continuer à investir, à accompagner des grands projets, notamment en matière de travaux publics et toute une série de projets qui sont essentiels pour la vie de nos entreprises aussi. Prenez l'exemple du secteur de la construction, il dépend en grande partie des investissements communaux. À raison de 50%, ce n'est pas rien. Ce qu'il y a, on doit pouvoir d'une part mettre l'accent sur la création d'activités et la création d'emplois, bien sûr, puisqu'elle génère, cette création d'emplois, des bénéfices, des revenus pour l'ensemble de la société, à la fois sur le plan budgétaire, c'est aussi être en lien avec la population, être en lien social, être dans la société. Et donc on doit mettre évidemment l'accent là-dessus, baisse des impôts pour les sociétés, baisse de charges surtout pour les engagements, notamment pour les jeunes par la réduction de cotisations sociales. Et par ailleurs, on doit faire preuve de créativité dans l'utilisation des moyens publics. 2 exemples. Premier exemple, au niveau régional. Nous allons continuer à investir massivement dans tout notre réseau routier, autoroutier. Et il y a mille une façons de le faire. J'ai organisé cela lorsque j'étais ministre des Travaux publics pour faire en sorte d'avoir des critères. Non mais attendez, ce sont des critères qui ont été mis en place de mobilité, de sécurité routière. On a, grâce à cela, 30% d'économie. Ça permet à l'ensemble des entreprises de mieux programmer leurs travaux. Mais attendez, 30%, ça fait, si vous prenez un budget de 600 millions d'euros, c'est pas rien sur 600 millions d'euros. Donc, c'est mieux organisé, mieux appréhendé, avoir une programmation pluriannuelle dans laquelle les entreprises peuvent se retrouver. Deuxièmement, au niveau fédéral, il y a, à nos yeux, par exemple, encore en matière de... Allez, prendre un exemple très particulier, la surconsommation médicale. On vit dans un pays où il suffirait de regarder les chiffres, on surconsomme sur le plan médical. Donc on fait des économies en santé alors? Et sûrement sur le type de conditionnement par exemple dans les pharmacies, c'est revaloriser le rôle du pharmacien. Et regardez tous dans vos pharmacies si vous n'avez pas beaucoup trop de médicaments par rapport à vos besoins. C'est pas bon pour la santé, c'est pas bon pour non plus la santé budgétaire de l'État. Là il y a encore effectivement des marges. Donc la chasse au gaspillage sûrement, mais l'État doit toujours être là et les régions aussi pour investir, accompagner les investissements parce que nos entreprises et l'emploi en a besoin aussi chez nous. Alors puisqu'on est au centre, on y reste. Benjamin Dalle, vous représentez le CDNV et votre parti dit on va geler les dépenses primaires de l'État. Vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce qu'on gèle et par rapport à la NVA qui veut geler beaucoup, comme on a compris? Oui, avec le CDNV, il y a un mois maintenant, on a présenté comme premier parti politique en Belgique un programme socio-économique chiffré et crédible. Et là-dedans, l'assainissement des finances publiques, c'est un élément central. Soyons clairs, en 2016, nous voulons atteindre l'équilibre budgétaire en Belgique conformément à 2017, a dit déjà le Conseil supérieur des finances, conformément à nos obligations européennes. Oui. Et donc concrètement, qu'est-ce qu'on propose sur le plan des dépenses primaires? On a fait le gel des dépenses comme on l'a fait avec le gouvernement Di Rupo, sauf pour ce qui concerne le social, le CPAS et les pensions des fonctionnaires. Par contre, dans la sécurité sociale, un gel absolu nous semble pas une mesure sociale. Donc mais là, limiter la croissance quand même de la sécurité sociale, vous dites? Nous, on propose de limiter ça à l'inflation, plus 0,9%. Et on va aussi attribuer complètement les enveloppes liées à la prospérité. Donc à peu près, on sera à une croissance de
croissance réelle d'à peu près 1,4%. Évidemment, ça suppose des économies. Donc on ne va pas dire qu'il peut y avoir une croissance de 3% comme le moyen dans les 10 années passées. On dit des économies, mais pas un gel complet. Des économies, comment est-ce qu'on peut les trouver? Je suis assez d'accord qu'il faut surtout miser sur l'emploi, activer les gens, créer les conditions pour que... Et combien d'économies on peut faire alors? Vous avez chiffré ça aussi? Il y a quand même... Le VLD dit 15 milliards. 15 milliards, ça me semble très peu réaliste. Donc ce que nous on propose, c'est plusieurs milliards, mais de toute façon, activer les gens. Et ensuite, je suis aussi assez d'accord avec Benoît Ludgen que dans les soins de santé, il y a encore beaucoup de marge, la surconsommation, promouvoir aussi l'utilisation des médecins génériques. Médicaments génériques. C'est ça. Alors, Monsieur Maguin, vous vous situez comment par rapport à tout ça? Dans votre parti, il y avait dans le temps beaucoup d'éléments institutionnels. Maintenant, vous avez un programme socio-économique. Le libéralisme social que nous portons fait l'arbitrage sur un certain nombre de choix. D'abord, la dépense publique. Oui, aujourd'hui, il y a encore une dépense publique non justifiée. Ce n'est pas uniquement le niveau de la dépense publique, c'est aussi le bon usage de la dépense publique. Prenez par exemple le secteur de l'enseignement en Fédération Wallonie-Bruxelles. Tous les experts nous disent, par nombre d'enfants, on dépense plus que la moyenne de l'Union européenne et par la moyenne de l'OCDE. Mais est-ce que pour autant on atteint des résultats équivalents à ce qui se fait dans d'autres États? Les enquêtes PISA nous démontrent bien que nous sommes malheureusement avec des très grands écarts de niveau de formation en Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut réorienter la dépense publique en matière d'enseignement vers quoi? Vers sans doute ce qui ne se fait pas suffisamment, parce que c'est quand même le vrai problème en Fédération Wallonie-Bruxelles, c'est le niveau de qualification insuffisant d'un certain nombre de jeunes. On a quand même puisqu'on est entre partis fédéraux, c'est bien de parler des économies qu'on peut faire au fédéral aussi. Oui, mais attendez, parce que sinon, demain, l'employabilité des jeunes en Fédération Wallonie-Bruxelles dépendra pour une bonne part de leur niveau de qualification. Et nous avons des retards considérables. Mais ça veut dire qu'il faut avoir le courage de dire que les efforts de la dépense en matière d'enseignement doivent porter plus particulièrement sur les enfants dès le plus jeune âge. Nous avons été le premier parti à plaider pour l'obligation scolaire dès l'âge de 3 ans. Pourquoi? Parce que tous les acquis se font au départ vers l'âge de 3-4 ans. C'est là que se joue sans doute l'avenir d'un enfant sur le plan de la réussite scolaire. Nous sommes partisans, nous avons été le premier à le dire, que dès l'âge de 14 ans, la formation en alternance avec le milieu de l'entreprise devait être ouverte, ce qui n'est pas encore le cas en Fédération Wallonie-Bruxelles. Voilà des avancées. Est-ce que ça veut dire qu'on va réduire nécessairement toujours la dépense dans tous les secteurs? Non, on va mieux orienter la dépense parce que c'est nécessaire de l'orienter vers ce qui est le plus nécessaire à l'économie de demain, le niveau de formation, le soutien à la recherche scientifique. En Fédération Wallonie-Bruxelles, nous sommes en retard par rapport à l'exigence de l'Union européenne. Nous ne consacrons pas les 2,5% du PIB. Nous sommes en retard en termes de soutien à la création de très petites et moyennes entreprises. Et l'ambition que nous avons, c'est dire... On laisse un petit peu tout le monde, parce que sinon vous allez faire tout votre programme là d'affilée. Doivent, pour tous les indices, évalués au niveau européen, nous devons repasser au-dessus de la moyenne européenne. Ok, allez, on va passer à l'emploi. Je vois que tous vos partis promettent des créations d'emplois, et alors les chiffres, c'est formidable, ça va du simple au triple. Donc, on regarde parfois 30 000, 100 000. Je vois, Guy Van Engel, que l'Opel VLD propose 294 000 emplois, c'est-à-dire 100 000 de plus que ce qui est prévu d'office par le bureau du plan, si on garde la même politique et si tout va bien. Si la situation économique ne change pas, comment trouver ces chiffres réalistes? Et après, on passera à M. Tobac. Non, mais ça démontre la volonté donc, qui est la nôtre de mettre le plus grand nombre que possible de gens à l'emploi, parce que ça, c'est l'essentiel de ce qui doit se passer dans les 5 années à venir. Et je sortirai peut-être un petit exemple très bruxellois en la matière. Vous savez, le taux de chômage en région bruxelloise est élevé. Et pour les jeunes, catastrophique. Et pour les jeunes, catastrophique. Et là, naturellement, malgré toutes les réformes que nous avons faites les dernières années, il faut renverser la vapeur. Il faudra se remettre à travailler ensemble et à travailler au-delà des frontières administratives de notre pays. D'ailleurs, le gouvernement bruxellois a pris une décision très importante encore cette semaine, c'est de rassembler tous les acteurs, Actiris, Bruxelles Formation, le VDAB, dans un ensemble où la collaboration entre les services différents des 3 régions sera plus aisée. Mais donc, si nous voulons activer, par exemple, en région bruxelloise, il faudra qu'il y ait cette volonté d'aller voir si nos jeunes moins
formés puissent aller travailler du côté de Zaventem et ainsi de suite. Si nous voulons activer des jeunes chez nous, il faudra absolument se remettre à investir dans l'enseignement. Oui, ça tout le monde le dit. Mais, oui, mais il ne faut pas le dire, il faut le faire. Et du côté, du côté néerlandophone, en région bruxelloise, nous le faisons avec beaucoup de vigueur et de force. Bruno Tobak, dans votre parti, on annonce combien? Quel est le chiffre des emplois à créer? Vous êtes plutôt du côté de 40 000, 100 000, 200 000? Je trouve que c'est une question à laquelle il ne faut pas répondre en plaisantant comme vous semblez le faire. C'est-à-dire que ça rend perplexe. Ça rend perplexe. Non, dans le programme chiffré que nous avons, j'ai délibérément pas mis un nombre d'emplois à créer. Pourquoi? Parce que ça dépend de ce que l'économie va faire dans l'avenir. Ce qu'il faut faire, c'est qu'est-ce qu'on peut faire du côté du gouvernement, de la fiscalité par exemple. Nous, notre proposition, c'est très clair et simple. On propose de réduire le coût salarial de 2,5 milliards. Pour toutes les catégories d'emploi? Nous proposons de réduire le coût salarial de 2,5 milliards pour les emplois dans les secteurs qui sont en difficulté, où la compétition internationale est grave, où la productivité est beaucoup moins, où les salaires sont basses. C'est là que, de toutes les études, il ressort qu'on peut créer le plus d'emplois en réduisant le coût salarial. Et ça coûte combien, ça? Ça coûte, je viens de le dire 2 fois, ça coûte 2,5 milliards. Non, mais c'est pour être sûr du chiffre. Comme ça, on est bien sûr du chiffre. Parfois, vous savez, sur les chiffres, il y a parfois des discussions et puis ça coûte autant. On investit 2,5 milliards de réduction du coût salarial. On peut savoir que ça va remporter dans le sens que ça va créer des emplois. On n'a pas mis un chiffre parce qu'on ne veut pas se compter riche. On ne veut pas faire un calcul qui est hypothétique. On verra bien. Notre programme chiffré marche sans qu'il y ait de revenus de création d'emplois supplémentaires. Mais je suis sûr que ça va créer de l'emploi. Non seulement ça va créer de l'emploi, ça va aussi créer de l'emploi là où il y en a le plus besoin. Pour, par exemple, des jeunes qui ont moins de formation, qui gagnent beaucoup moins que les autres, qui ont donc le plus besoin de cet investissement. Réaction de Charles Michel et après, on ira chez Paul Magnette pour savoir ce que le PS... Moi, je veux totalement appuyer cette dernière proposition. C'est un point clé, effectivement. Nous pensons donc pas de réduction linéaire. Si l'on veut créer beaucoup d'emplois, il faut plus encourager le développement des petites et des moyennes entreprises. Il y a là un gisement d'emplois qui est très important. Les présidents du MR sont même inférieurs au bureau du plan par rapport à ça, qui parle de 200 000 emplois qu'on peut créer dans les prochaines années. Alors, quel est le problème fondamental, pour dire les choses simplement? Quand quelqu'un est rémunéré 1 500 € net par mois, et ce n'est pas un gros salaire, 1 500 € net par mois, cette personne paye beaucoup d'impôts, et en plus, la petite entreprise qui l'emploie, elle doit payer pratiquement le triple de ce montant-là pour pouvoir l'embaucher. Donc c'est là qu'il y a une difficulté. Et nous voulons effectivement agir sur le coût du travail, principalement pour les bas salaires, pour les moyens salaires, pour créer ce différentiel qui fait qu'on crée de l'emploi. Et donc quand on parle de l'emploi, Madame Montet, il y a 2 points. Il faut créer plus d'emplois, plus de volume d'emplois pour pouvoir embaucher. Premier point, les mesures économiques, fiscales et parafiscales peuvent y aider. Et deuxième point, il faut une meilleure formation. C'est un drame que nous avons. Oui, ça c'est un aspect que tout le monde prend en considération dans les programmes. Il n'y a pas beaucoup de variations sur ce thème. Je m'excuse, ça fait 10 ans que le MR est dans l'opposition en Wallonie et à Bruxelles. Et nous disons, en termes de formation, qu'on doit être plus volontaire. Quelques exemples, les métiers en pénurie. Oui, mais les métiers en pénurie. Tout le monde doit s'exprimer. Alors je sais bien que chacun a envie de donner tous les éléments de son programme, mais c'est pas possible. Il faudrait entendre Paul Magnette. Les métiers en pénurie et l'apprentissage des langues étrangères à Bruxelles, c'est crucial. Voilà, Paul Magnette, par rapport à ce qui a été dit jusqu'ici sur les recettes en matière d'emploi. Je crois qu'on sera tous d'accord pour dire qu'il faut faire en sorte demain que le coût du travail, là où vraiment on est en concurrence avec d'autres pays, il faut faire en sorte de le réduire. Et surtout qu'il faut améliorer le salaire poche des travailleurs, de tous ceux qui sont dans les bas et moyens salaires. La question, c'est de savoir comment on finance ça. Le vrai débat, c'est de savoir comment on le finance. Donc nous disons que nous voulons effectivement que les gens, un instituteur, une infirmière, un ouvrier, un employé, les 70% qui font partie de la classe moyenne puissent gagner jusqu'à 120 € net en plus par mois, 160 pour un jeune, 210 pour un travailleur qui pourrait aller à la retraite et qui ne part pas. D'abord parce que c'est une question de justice, que ces gens puissent avoir un meilleur salaire, mais ensuite parce que vous pouvez être sûr que ça va être réinjecté dans
dans l'économie, que les personnes qui vont avoir ce surplus vont dépenser, et donc c'est ce qui va aussi créer de l'activité économique et créer de l'emploi. Et à côté de ça, il faut des mesures spécifiques, ciblées sur les groupes qui aujourd'hui ont le plus de mal à entrer dans le marché du travail. On sait les jeunes en particulier, en Wallonie et à Bruxelles. Il n'y a pas que les jeunes, il faut évidemment penser aussi aux gens qui ont 40, 50 ans, qui ont perdu leur emploi et qui doivent pouvoir en retrouver. Mais pour les jeunes, c'est particulièrement difficile aujourd'hui, et donc il faut des mesures ciblées sur les jeunes, des réductions de cotisations, on l'a déjà fait, 0 pour les travailleurs peu qualifiés, c'est déjà décidé aujourd'hui, l'amplifier éventuellement pour d'autres, et pour les jeunes qui, malgré tous les dispositifs qui existent, malgré les formations, malgré les cours de langue, parce qu'il y en a beaucoup qui se bougent, ceux-là ne trouvent pas, un contrat d'insertion d'1 an pour qu'ils puissent avoir sa vraie première expérience professionnelle et vraiment se lancer dans la vie. Pendant que vous parliez, ça piaffait du côté de la NVA qui avait envie parce qu'on voyait le dessin de réagir. Non, je pense qu'il souhaitait réagir à ce que vous disiez, Oui, c'était pas par rapport au dessin. Je pense qu'il y a un problème que M. Magnette souhaite nier ou ne pas en parler. En fait, dans ce pays, 83% de l'exportation vient de la Flandre. Et nous sommes confrontés à quoi? Nous sommes confrontés à un handicap salarial. Selon la FGTB, il n'y en a pas. Selon Mme Munkeling, c'est 1 à 2%. Et la réalité est tout autre. Les chiffres d'Eurostat laissent perplexe. Lorsqu'une heure de travail coûte en Belgique 40 €, dans nos pays voisins, la France et le Luxembourg, 34 €. Aux Pays-Bas et en Allemagne, 31 €. Au Royaume-Uni, 22 €. Et comment est-ce que vous voulez harmoniser ça alors? Là, il est très clair que qu'il faut réduire cet handicap salarial. Là, c'est très clair qu'il faut faire des économies, qu'il faut, comme M. Michel l'a dit, qu'il faut beaucoup plus investir dans l'emploi, qu'il faut beaucoup plus investir dans l'activation. C'est en créant de l'emploi qu'on va réussir à diminuer les dépenses. Pour stimuler les gens, on coupe les allocations de chômage. C'est ça la solution de la NVA, au bout d'un moment. Oui, mais sur ce point-là, moi, je suis particulièrement à l'aise parce qu'on fait une caricature de notre projet. C'est pas ça? Après quelques années, ça s'arrête? Non, pas du tout. C'est tout autre chose. La limitation dans le temps? C'est d'abord, il y a une période de 2 ans. Nous sommes le seul pays en Europe où il n'y a pas de limitation. Donc chez nous, il y aura d'abord un délai de 2 ans. De plus, on augmente l'allocation. Parce que maintenant, le problème, c'est que quelqu'un qui est au chômage, souvent, sera dans une situation de pauvreté. Donc on augmente l'allocation, mais on la limite dans le temps. Ensuite, il y a une période d'1 année d'activation. Soit une année, soit suivre une formation. Et ensuite, ce n'est qu'ensuite qu'on retombe sur le revenu d'intégration, mais un revenu d'intégration revu et corrigé. Donc un revenu d'intégration qui sera au niveau du seuil de pauvreté. Maintenant, il est loin en dessous du seuil de pauvreté. Donc ça, c'est un programme qui est certes pas socialiste, mais qui est très social. Ça, c'est effectivement pas très socialiste. La différence entre vous et nous, c'est que nous, on essaie de faire quelque chose qui soit bien pour tous les Belges. Et vous ne pensez jamais qu'aux Flamands. Non, on fait du fédéral. Essayons de penser à l'ensemble des Belges et à préserver la solidarité qui a fait la richesse de notre pays. Oui, mais la Flandre n'est pas un Mr Cash, hein, M. Magnette, où on insère un... Vous n'allez pas nous recommencer ces caricatures simples. Vous avez toujours cette vision du pays? En tout cas, vous voyez la réaction. Lorsque je parle d'handicap salarial, il y a immédiatement, ça n'existe pas. On ne dit pas que ça n'existe pas. On dit, je dis comme M. Tobac, il y a des secteurs, je les connais, je vois chez Caterpillar dans ma région, il y a des secteurs qui sont effectivement soumis à une situation compliquée. Il y en a d'autres qui subissent d'abord surtout un dumping social, et c'est là qu'il faut s'y attaquer. Dans le secteur de la construction, le problème, c'est pas le salaire. Le problème, c'est qu'on a des détachements de travailleurs venus d'Europe de l'Est qui font une concurrence tout à fait déloyale. Donc ne croyez pas que simplement en baissant toutes les charges de manière linéaire sur tout le monde, c'est la solution miracle. Ça n'est pas vrai. Essayez d'avoir une vision un peu large pour l'ensemble du pays. Benjamin Dalle. D'abord dire aux représentants de la NVA que la Wallonie, pendant des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années, a soutenu effectivement l'ensemble de l'économie de notre pays. Et donc il faut pouvoir avoir la mémoire en termes de solidarité, de pouvoir voir le présent et l'avenir. Maintenant, sur le handicap salarial, il existe, c'est vrai. Alors on a un niveau de protection sociale qui est élevé. On le voit au travers du remboursement des soins de santé. Il y a des objectifs aussi qu'on peut se fixer en matière de pensions qui sont extrêmement importants. Pouvoir valoriser et maintenir l'ensemble des pensions dans notre pays, c'est essentiel pour les personnes qui sont dans cette situation. Il y aura de plus en plus de personnes qui iront à la pension. Maintenant, sur la réduction en tant que telle, comment est-ce qu'on y arrive? Pour être crédible, il faut bien sûr baisser les charges qui pèsent sur le travail. D'une part, les cotisations, les charges patronales, sûrement. Ça, tout le monde peut être d'accord avec cela. Mais il faut pouvoir aussi trouver des moyens pour compenser cela. Il faut avoir le courage de dire, il faut parler vrai à la population, qu'il faudra aller chercher ces moyens quelque part. Où allons-nous les trouver? Faire effectivement contribuer de façon plus importante les grands spéculateurs. Faire en sorte aussi que sur le plan environnemental, puisqu'on compare des choses, on puisse faire, évidemment, si on a ça en même temps, ça va être compliqué, faire contribuer sur le plan environnemental. Non, mais j'explique simplement comment on peut arriver effectivement à l'objectif de la baisse forte
des charges qui pèsent sur le travail. Et de donner un bonus aux personnes, effectivement, pour réduire, effectivement, pour accentuer l'écart entre l'allocation de chômage et, d'autre part, le travail. Ça, c'est essentiel. D'y arriver, on y arrive aussi en supprimant les intérêts notionnels dans notre cas. On les 500 millions d'euros, ça coûte 6 milliards aujourd'hui. 500 millions d'euros pour les grands investissements qui créent de l'emploi. Et dernier élément, tout dernier élément, c'est aussi un enjeu européen, ces élections. Il n'est pas acceptable qu'aujourd'hui, on soit inondé de produits sur le marché européen, avec des produits qui ne respectent pas les normes humaines, qui ne respectent pas les normes environnementales et les normes sociales. Là, je crois qu'Ecolo va réagir sur ce point. Très important, faire contribuer ça sur le plan européen, et qu'on ait cet élément-là plus important de convergence quelque part, et aussi l'Europe qui peut se Vous laissez la parole aussi à votre homologue CDNV, Benjamin Dalle, par rapport à ça, votre parti annonce, alors je reprends le chiffre, puisque quand même moi j'aime bien les chiffres, création de 224 000 emplois, donc 194 000 créés spontanément par l'économie et 30 000 par votre politique. C'est vraiment modeste, hein, ça. C'est modeste, mais quand même, l'emploi et le chômage, c'est la priorité absolue du CDNV. Monsieur Van Engel en a déjà parlé, à Bruxelles, avec 20% de chômeurs, 30% de chômeurs jeunes. Dans mon quartier, à Molenbeek-Saint-Jean, il y a même plus que 50% de jeunes sans emploi. C'est vraiment presque un cocktail Molotov. C'est la formation, le problème. C'est très important comme problème, mais c'est une priorité. Comment est-ce qu'on va les résoudre? Deux éléments. Un, le coût salarial, on en a parlé. Chez nous, il y a une proposition très concrète. À concurrence de 6 milliards, on va réduire les coûts salariales. 3 milliards pour les employés par le biais d'une augmentation du minimum imposable. 3 milliards pour les employeurs via des réductions de cotisations sociales. Ça, c'est, je pense, un élément important. Peut-être on aura l'opportunité d'en parler aussi, comment on peut compenser cela. Parce que dire qu'on peut faire ça, des réductions du coût salarial, sans pour autant augmenter d'autres impôts, ça, ce sont des contes de fées. Ça, c'est de la politique fiction. Deuxième élément, Monsieur Veuille a parlé d'une proposition qui, aussi, dans le temps, va limiter le droit aux allocations de chômage dans le temps. Le CDNV est tout à fait contre cette proposition. Rappelons quand même que dans la 6e réforme de l'État, on a régionalisé le suivi et la sanction des chômeurs. C'est les régions qui s'occupent de ça maintenant. Ce sera aux régions, au VDAB, Forum, Actiris, de faire un bon suivi des chômeurs. Et si le chômeur fait tout ce qu'il faut, qu'il accepte toutes les offres, qu'il va toujours aux interviews, qu'il suit toutes les formations, après 2 ans, s'il n'a pas de boulot, qu'est-ce que ça veut dire? Soit l'agence régionale n'a pas fait ce qu'il faut, soit il y a un problème conjoncturel. Et à ce moment-là, on tire le bilan. Il y a encore 2 francophones là qui attendent de pouvoir s'exprimer sur l'emploi. Émilie Hoyos, vous avez été titillée sur l'aspect environnemental, alors... Non, pas titillée. Je pense que sur ce point, nous sommes d'accord. Ce qui est important, donc, moi je partage ce qui est dit sur le handicap salarial. Aujourd'hui, le salaire poche n'est pas très élevé et les charges pour les entreprises sont élevées. Donc, le handicap salarial existe, il faut le diminuer. En même temps, je vois ce qui se passe dans ma région. Quand le mois passé, AGC, qui produit du verre depuis des décennies en Wallonie, est obligé de mettre la clé sous le paillasson, c'est pas à cause du handicap salarial par rapport à l'Allemagne ou aux Pays-Bas. C'est à cause du handicap, si je puis dire, j'ai envie de plutôt dire de nos valeurs salariales et nos valeurs environnementales par rapport à des produits qui sont produits dans des pays qui font les soldes sur le climat et les salaires en Chine ou ailleurs. Et donc aujourd'hui, bien sûr, qu'on doit avoir une politique fiscale qui est redistributrice et qui soutient une économie qui a du sens. Et en même temps, on doit aussi protéger la qualité de ce qui est fait dans nos régions, la qualité de ce qui est fait dans nos PME, de ce qui est fait dans nos industries. Et ça passera notamment par l'instauration de droits de douane socio-environnementaux. Donc on paye si on doit exporter des choses en Europe, c'est ça? L'idée, c'est que le pays qui veut exporter des choses qu'on fait chez nous aussi en Europe et qui décide de s'asseoir sur les conventions de l'Organisation internationale du travail en faisant travailler les enfants, en interdisant la liberté syndicale, en s'asseyant sur le protocole sur la biodiversité ou en niant les dérèglements climatiques, s'ils veulent produire dans ces conditions-là, eh bien, ils payent. Et ça permet à nos entreprises qui ont des valeurs, qui ont nos valeurs, de pouvoir alors continuer à soutenir une économie qui a du sens. Sur ces propositions-là, le FDF libéral-social, comme vous dites? 75% des échanges commerciaux se font au sein de l'Union européenne.
on l'oublie toujours. Et le vrai dumping, il est au sein de l'Union européenne, entre les États. Mais nos entreprises, elles sont concurrencées pas. par les entreprises de Chine et d'ailleurs. Je ne nie pas cela, mais je dis tout simplement que pour les faits, ce sont deux la première réalité, quand même, celle qui fait que demain notre économie peut être en expansion, c'est le manque d'harmonie sociale et fiscale au niveau européen. Et ça, c'est le grand problème, c'est quand même que l'Union européenne, dans sa construction, est en panne parce qu'il n'y a pas aujourd'hui une volonté politique de construire une Union européenne qui est forte sur le plan de l'harmonisation fiscale et sociale. Deuxièmement, oui, on est tous d'accord sur dire il faut abaisser les... Pour le dessin, c'est pas... Oui, ce sont les pandas qui stimulent. Il faut rire tout le monde. C'est vrai que j'ai pas vu. C'est une valeur sûre, les pandas. Deuxièmement, on est tous... C'est vrai ce qu'ils disent en Flandre, c'est qu'en Wallonie, tout le monde est socialiste. Même le FDF, c'est ça. Et donc, le deuxième aspect... Ce n'est pas la même définition en Flandre et en Wallonie. Quand j'entends ce discours-là, je constate qu'il est d'accord avec moi. Quoi, il y a à ma gauche et à ma droite, alors, ici. Sauf qu'il y a un certain nombre de... Ouais. Sauf que quand il y avait une domination socialiste au sein des gouvernements européens, on ne peut pas dire que la progression vers l'harmonisation fiscale et sociale s'est faite. Mais, et c'est vrai que c'est vrai dans toutes les familles politiques européennes, mais c'est un grand débat. Est en train de se faire. Voilà. Grâce à Jacques Chirac. Allez, on compte les points. Oui, peu importe. Espérons qu'il y ait assez d'Européens encore. Parce que ce sera ça le vrai débat après le 25 mai, qu'il y ait encore assez d'Européens face à la montée des nationalismes et des populismes pour encore croire à la construction de l'Europe. Ça, c'est le vrai enjeu. Allez. Deuxièmement, nous sommes tous d'accord pour dire qu'il y a une diminution. Moi, je suis plutôt, je le dis, pour une réduction linéaire sur les bas et moyens revenus. Donc, je suis plutôt pour la théorie du euro du plan. Jusqu'à 2750 €, 50% de réduction des cotisations. On va arrêter là le programme, monsieur Marga. Il faut garder un peu d'énergie pour la réforme fiscale. Mais parce que ce qui est un secteur fragilisé aujourd'hui, ce sera peut-être plus demain et inversement. Donc je crois qu'il est plus sérieux de faire une mesure générale qui assure une sécurité d'ensemble sur le long terme. C'est peut-être ce qui fait défaut pour le moment dans la politique gouvernementale. Alors, des réformes fiscales, le débat de la semaine dernière de mise au point, il était amplement consacré sur le fond. On ne va pas revenir sur le fond. Mais moi, ce que j'aimerais, c'est que chacun d'entre vous puisse dire quelle est la réforme, pour les Flamands, la réforme francophone, qui leur paraît la plus crédible, et pour les francophones, la réforme flamande, qui leur paraît la plus crédible. Exercice difficile et amusant. Et vous avez chacun une minute pour faire ça. Alors Bruno Tobac, on y va. C'est laquelle la réforme francophone fiscale la plus crédible? Ça m'intéresse. Franchement, c'est la seule sur laquelle je vais m'exprimer, c'est la mienne. Ah bah non, c'est pas du jeu, ça. Oui, mais je suis pas là. Vous jouez. Mais non, mais c'est intéressant. Encore une fois, madame, on traite ici, on discute ici de l'avenir socio-économique de notre pays. Justement, il faudra des coalitions, donc il faut se rendre compatible. Mais donc, pour être clair, il s'agit de gens. Il s'agit de jeunes gens qui croient dans leur avenir, qui cherchent un avenir. Il s'agit de vieux, de gens qui ont perdu leur emploi et qui en recherchent. C'est pas un jeu. Non, mais on peut quand même à un moment donné... La réforme fiscale qui doit se faire, c'est celle qui rééquilibre notre charge fiscale, qui libère un peu ceux qui travaillent ou qui créent de l'emploi, c'est que nous proposons, je crois d'ailleurs que la plupart des partis politiques le proposent aujourd'hui, et qui rééquilibre la charge vers ceux qui ne payent pas ou qui payent beaucoup trop peu. Le fait dans notre société, dans notre système fiscal, c'est que les revenus qu'on gagne en travaillant sont très taxés. Les revenus qu'on fait en investissant son argent sont beaucoup moins donc taxés. ce serait une réforme fiscale qui irait prendre dans le capital. Cet équilibre qui taxe les revenus du capital. Il ne faut pas taxer quelqu'un parce qu'il est riche, il faut taxer quelqu'un parce qu'il fait de l'argent. S'il fait de l'argent avec son argent, aujourd'hui, dans ce pays-ci, on ne le taxe presque pas. Et quelle est la réforme qui correspond le mieux à ça? Allez, vous les connaissez, vous les avez lus partout. Mais si vous voulez la réponse évidente, je me joins complètement, ou presque complètement, à celle du PS. Je ne suis pas à 100% d'accord, je suis pour beaucoup moins de d'accord avec celle des autres. Oui, par exemple, si vous voulez savoir une différence, je crois que nous avons un système différent pour rééquilibrer les revenus de ce qu'on peut gagner dans l'international. Je crois que le PS veut le couper et le réinvestir dans les PME. Ouais. Moi, je crois beaucoup plus en rééquilibrant ou en changeant le système de l'international pour en faire profiter plus les PME. Hendrik Voy, quelle est la réforme francophone? Vous allez même essayer l'exercice qui vous paraît la plus crédible? Moi, c'est très simple. Moi, j'ai écouté les propositions du PS. Et on instaure un nouvel impôt. Avec cet impôt, nous allons faire ceci. On instaure là un nouvel impôt et on va faire ceci. Et on réduit d'autres impôts. Pour nous, nous avons des propositions propres que je défends tout à fait, mais pour nous, il y a une règle clé, mais qui est vraiment une règle clé particulièrement importante, c'est de ne plus sanctionner le travail, mais de récompenser le travail. Et là, je crois que
pour moi, la réforme francophone la plus crédible, c'est celle du MR. Voilà. Crédible en termes de chiffres aussi, contrairement aux polémiques que fait courir le ça, moi, PS. Honnêtement, je ne dois pas défendre le programme du MR, mais je vous dis simplement, pour nous, le critère, c'est ça, récompenser le travail, plus sanctionner le travail. Et quand je regarde là les différentes propositions, c'est celle du MR. Qui répond le plus à ce critère-là, c'est la proposition. Vous avez un allié et vous allez... J'ai toujours été très clair. Hein. Moi, je ne crois pas dans la sincérité de la NVA sur le plan économique. Et l'allié du MR, c'est évidemment l'OpenVLD. Nous travaillons d'ailleurs ensemble avec l'OpenVLD sur les propositions économiques. Mais ce que je veux indiquer, c'est que ce débat est très révélateur. Je pense qu'en réalité, c'est vrai qu'on exprime des choses qui sont similaires sur les bas et les moyens salaires. Mais je pense que le MR et le VLD sont les deux seules formations politiques qui baissent réellement les impôts. Dans toutes les autres réformes fiscales, en réalité, on propose de baisser les impôts, mais de reprendre d'une autre main ce qui a été donné. Ça, c'est la grande différence. Et dans les semaines, par exemple, la taxation des loyers, c'est parfois des gens qui travaillent et qui perçoivent des loyers, par exemple. Et donc ça handicape les retraités, les futurs retraités, quand on veut taxer les loyers, par exemple, Émilie. On était censé faire ça en une minute. Donc là, si on veut que chacun puisse donner sa meilleure réforme fiscale, je propose d'avancer. Incontestablement, c'est le VLD, mais je constate sur le coût du travail et la baisse des impôts sur le travail que le CDNV, le SPA font des propositions qui ne vont pas aussi loin que le VLD avec des affinités ailleurs, mais pas la NVA. Alors, Paul Magnette ? Évidemment, moi je pense qu'il y a une conception de gauche et qu'il y a une conception de droite. Et évidemment, je suis beaucoup plus proche de la réforme proposée par le SPA de Bruno Tobach. D'ailleurs, on travaille aussi ensemble à les préparer. Si on a... Je pense qu'il y a un premier élément très important sur lequel il faut faire un choix, c'est de dire, oui, nous disons que nous voulons une réforme fiscale qui soit budgétairement neutre. Je ne veux pas commencer à faire des grands cadeaux fiscaux pour tout le monde et qui vont profiter surtout aux riches et qui vont faire que demain, si je suis la réforme fiscale de M. Renders et de M. Michel, c'est 20 milliards que ça coûte selon les estimations de la KUL, c'est la moitié du budget des pensions, c'est les 2 tiers du budget des soins de santé, ça n'est pas possible. Vous aviez réussi à rester crédible jusque-là, ça n'est pas sérieux. Monsieur Michel, quand vous voulez, on prend votre programme Je vois les autres qui en ont marre de voir que ça se polarise autour de vous et ils aimeraient bien exister. La stratégie de travestir le programme de l'eau, ça n'est pas correct. J'essaye simplement de répondre à votre question et je parle du programme du SPA et d'une autre. Non, je n'ai pas terminé, excusez-moi. Non, mais il faut expliquer comment on fait. Et donc, oui, on fait comment ? On ne fait aucun nouvel impôt sur le travail. Au contraire, on ne fait que des réductions pour les gens qui travaillent pour qu'ils aient un meilleur salaire poche. Et donc, on va chercher l'argent dans la lutte contre la fraude fiscale. Il y a encore des marges. Et dans les revenus du grand capital. Réforme fiscale préférée du CDH ? Celle du, ça va vous étonner, celle du CDNV. Alors tiens, c'est drôle. Bah bon, il y a encore des familles politiques. C'est logique, mais si je peux, je peux simplement expliquer pourquoi. Bien sûr. Entre la réforme fiscale proposée par le MR notamment, qui pour moi n'est pas crédible sur le plan notamment des chiffres, et puis qui va finalement amener le pays dans des difficultés, notamment au niveau du financement de la justice, de la police, de la sécurité sociale, des soins de santé, de l'enseignement, etc. Et quelque part, donc, qui casse la solidarité qui est tellement importante dans d'autres pays. Et une autre solution qui est proposée par d'autres qui freinent ou qui ne donnent pas assez l'envie d'entreprendre et d'encourager le travail, qui est proposée par la gauche. Il y a effectivement, et je vous donne rendez-vous moi tous après les élections, on devra faire les deux. Effectivement, il faudra à la fois alléger et fortement les charges qui pèsent sur le travail. Il faut aller et donner moins d'impôts pour les entreprises, singulièrement pour les petites et moyennes entreprises, mais il faudra aussi compenser cela pour faire en sorte que celles et ceux qui ne contribuent pas ou très peu, je pense notamment aux gros spéculateurs, puissent contribuer à cela. C'est juste une bonne répartition, c'est donner aussi la récompense nécessaire à ceux qui s'engagent, qui entreprennent, qui vont de l'avant, qui travaillent chaque jour. Réforme fiscale préférée d'écolo. Alors j'explique pourquoi Grou n'est pas là, parce qu'on ne les a pas invités, parce que déjà on a dû vous serrer, comme vous pouvez constater, vous avez le pied de la table. Oui, on est très proche. Alors une 10e personne. Et quand vous êtes un groupe, c'est vrai que vous êtes souvent assez d'accord. Et donc effectivement, on travaille, on a un groupe commun au Parlement fédéral. Mais dans ceci, il n'y a pas une réforme fiscale qui vous séduit, dans laquelle vous pourriez vous retrouver. CDNV, le gars, vous les avez sous la main, regardez. Je sens bien que le CDNV, quand même, tu vois. Non, donc, blague à part. Donc, pour nous, ce qui est important, c'est que ce soit une réforme fiscale, je l'ai dit tout à l'heure, qui amène du sens dans ce système économique qui marche sur sa tête. Donc, c'est pas seulement s'occuper de baisser le coût du travail, il faut le faire, mais c'est rééquilibrer pour soutenir ceux qui amènent du sens, qui font de la transition et de la transition juste dans notre système économique. Je voudrais juste
juste en passant dire que c'est intéressant de voir que 2 mois avant les élections, des liens se font entre les familles politiques et que sans doute ce qui manque à notre Belgique, ce qui manque à notre Belgique institutionnelle, c'est que voilà, le fédéralisme, c'est une réalité institutionnelle, mais ça doit aussi être une réalité politique. Notre Premier ministre, il est choisi dans une communauté, mais on est un des rares États fédéraux où le Premier ministre n'est pas choisi par l'ensemble de la population. Il n'y a pas de circonscription fédérale. Et donc je pense que sur ces enjeux socio-économiques, fédéraux, c'est important d'avoir un débat à l'échelle belge pour ne pas, parce que comme le disait un des interlocuteurs tout à l'heure, c'est pas une communauté contre une autre, ce sont les Belges ensemble qui doivent se doter. Ça, on verra après les élections si c'est toujours les Belges ensemble. Olivier Magin, votre réforme fiscale que le système favorite socialiste lui plaît le plus. Attendez, on est en train de revivre ce qu'on a connu à chaque élection, où on nous caricature les positions. Il y a ceux qui vont enfin protéger le revenu du travail et ceux qui vont enfin s'en prendre aux gros revenus. À chaque coup, on nous refait ça pour bien clicher le débat. Et donc... Mais je crois que les électeurs voudraient surtout avoir le respect des engagements pris. Parce que ce gouvernement n'a pas fait ces réformes fiscales, il avait l'occasion de le faire. Au contraire, dans les 22 milliards qui ont été ponctionnés sur les revenus du travail et sur les revenus des ménages, bien entendu, on a quand même vu une fiscalité voiture de société, c'est pas vrai? Ça n'a pas été fait? 22 milliards. 22 milliards, pas que sur la fiscalité, aussi que quand on arrête, quand on limite les revenus de remplacement, quand on limite les revenus de remplacement avec l'exclusion, bien entendu que vous baissez le pouvoir d'achat des gens, dont vous avez ponctionné. Non, attendez, il y a 2 manières de diminuer le revenu des gens. C'est la fiscalité, c'est aussi diminuer les revenus auxquels ils peuvent prétendre au regard d'une certaine situation sociale. Donc je crois que ce que les gens attendent aujourd'hui, c'est peut-être moins de promesses qu'on sait être intenable et quelque chose de plus équilibré. Alors, du côté néerlandophone, il y a encore, si je ne me trompe, 2 partis qui n'ont pas donné leur réforme préférée. Vous l'aviez fait, je pense. Non, pas du tout. Ah, vous l'aviez pas fait. Alors voilà. Charles a très bien expliqué. C'est l'amour. Mais le grand enjeu, enfin la grande différence, c'est que du côté PS et du côté SPA, on dit nous voulons une réforme qui soit budgétairement neutre. Voilà, c'est ça. Bon, et de ce que nous disons, c'est que non, s'il y a moyen de faire mieux, en diminuant, en ne restant pas budgétairement neutre. Et il y a beaucoup d'exemples de ce type-là. Je vais vous donner quelques exemples. On a diminué spectaculairement les droits de donation à un certain moment dans les 3 régions. Ça a augmenté les recettes. Si nous parvenons à diminuer l'imposition, surtout sur le travail, pour remettre des gens au travail, ça ne doit pas être neutre, ça peut rapporter. Et donc ça, c'est la différence entre la MR, BLD, on l'a senti. Le CDNV, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Après, on parle un peu institutionnel, alors laissez-nous un peu de temps. Benjamin Dahl. Dire qu'on peut... c'est l'axe MR-CDNV, normalement, le rapprochement. On peut réduire les coûts salariaux sans pourtant augmenter d'autres impôts, ça me semble peu réaliste. Chez nous, de 6 milliards, il y a 3 milliards compensés par des économies et 3 milliards par une autre taxation plus verte, taxation dans les taxes indirectes, etc. Évidemment, verte, oui, tout à fait. Par exemple, sur les axes, le diesel, etc., le transport. Donc les gens qui travaillent. Aujourd'hui, prendre sa voiture, ça coûte déjà très très cher. Je pense que si on veut que les gens désengorgent, par exemple, Bruxelles, il faut, avant d'augmenter les axes, il faut renforcer l'offre de transport en commun. Si les gens prennent leur voiture aujourd'hui, c'est pas parce que c'est pas cher. Enfin, je sais pas si vous faites votre plein vous-même. Belle évolution. Moi, je fais il y a une belle évolution. Messieurs, dames. Les axes, il n'y a plus que le Non, on arrête parce que sinon on va partir sur la fiscalité verte, etc. Il nous reste 10 minutes. Et comme on est... je veux vraiment que ça change. Un peu d'ordre, s'il vous plaît. Les slogans, ça ne m'intéresse pas. Je veux vraiment que ça change. Vous permettez? Je vous en prie. Donc, il nous reste 10 minutes. Et comme on est en famille belge, on a entendu le mot belge tout à l'heure, un petit tour quand même sur l'institutionnel, l'avenir du pays. Moi, j'aimerais bien savoir, j'entends souvent du côté néerlandophone, un gouvernement d'Irupo 2, ce serait l'enfer. Je ne sais pas très bien ce qu'en pensent ceux qui en sortent. Est-ce qu'on pourrait encore avoir un Premier ministre francophone, par exemple, Bruno Tobak? Si c'en est un qui fait le même travail et la même qualité de travail qu'Elio Di Rupo vient de faire pendant les 2 années que nous avons eues, je n'ai pas de problème avec ça. Donc si on me demande s'il y a de la possibilité pour un Di Rupo 2,
moi, j'ai aucune objection. Je préférerais évidemment, clairement, un Tobac 1. Mais j'ai aucune hésitation à dire que le gouvernement Di Rupo 1 a fait un travail formidable en équilibrant les budgets et les besoins sociaux dans ce pays, en trouvant l'équilibre entre ces deux grandes demandes et grands problèmes pour notre pays. Le gouvernement Di Rupo a fait un travail extraordinaire. Ok, Guy Van Engel, un gouvernement Di Rupo 2 avec un francophone de nouveau. Vous ne sentirez pas un mauvais flamand en disant oui, d'accord, je veux bien. Non, pas du tout. Non, ça va? Pas du tout. Mais le plus important pour nous, c'est qu'on s'attaque maintenant au socio-économique dans les 6 ans à venir, les 5 ans à venir, et qu'on ne se lance plus dans des grands débats institutionnels. On a eu ça, Dan Kuvel. Stop. Monsieur Dalle, d'ailleurs, qui est le chef de cabinet, de Monsieur Verhofstadt, a fait du très beau travail. Donc on a une bonne réforme de l'État. Mais ça suffit maintenant. Maintenant, ça suffit, mon ami. On s'arrête et on s'attaque au socio-économique. Hein. Monsieur Dalle, justement. Je suis assez d'accord. Je pense que le défi, maintenant, c'est l'exécution de la 6e réforme de l'État. Pour nous, le socio-économique est crucial aussi. On ne souhaite plus aller dans une formation de plus que 500 jours. Et comme bruxellois, si je peux dire quand même aussi quelque chose sur Bruxelles. D'une part, je trouve que Bruxelles doit être une région forte, et on n'accepte pas les idées qui disent à Bruxelles, il faut choisir entre la Flandre ou la Wallonie, sont des idées tout à fait contraires à la réalité bruxelloise. De l'autre part, je pense qu'il est aussi essentiel que le niveau fédéral et les deux communautés continuent à s'investir en Bruxelles. Tout à fait. Mais le CDNV ne va pas dire après. Les partis qui disent que Bruxelles doit être une région autonome et qui disent aux communautés de s'arrêter aux frontières de Bruxelles, ce sont les meilleurs alliés des séparatistes et des extrémistes des deux côtés de la frontière linguistique. Donc Bruxelles n'est pas une région vraiment... si, c'est une région à part entière, tout à fait. Mais les communautés... doivent continuer à s'investir chez nous. Ok, Hendrik Wüy, votre vision de la suite. Vous allez évidemment certainement pas dire Di Rupo 2, ça j'imagine. Mais alors, puisqu'un Bart de Wever 1, ça n'a pas l'air non plus au programme. Bart de Wever 1, peut-être, on verra. Mais en tout cas, pour nous, ce qui est clair, c'est que le confédéralisme est déjà inscrit dans la Constitution, dans l'article 35. Ça a presque été voté par tout le monde ici autour de la table. Donc un jour, il faudra... L'article 35 de la Constitution, un jour, il faudra... C'est pas tout à fait ça. Un jour, il faudra, en tout cas, passer à l'exécution de l'article 35. C'est vraiment pas sérieux. Concernant... Les statuts de la NVA, on peut confondre avec la Constitution, c'est pas la même chose. Je connais les statuts du PS également. Et puis, il y a la Constitution, c'est deux choses un peu différentes. Concernant la formation d'un gouvernement, nous avons clairement dit que nous étions prêts à former un gouvernement socio-économique dès le premier jour. Nous n'avons des exclusives à l'égard de personne. Nous n'avons même pas d'exclusives à l'égard du PS. Mais une chose... Non, c'est pas nouveau. Je croyais qu'il fallait choisir les deux modèles, NVA ou PS, et que c'était l'un ou l'autre. J'y viens. Une chose nous n'allons pas faire, nous n'allons pas entrer dans un gouvernement pour exécuter le programme du PS. Et ça, nous n'allons pas le faire pour quelle raison? Tout simplement parce que c'est un choix de la pauvreté. Et j'ai les chiffres ici. Regard sur la pauvreté et les inégalités en Wallonie, de l'Institut statistique wallon, où on voit en fait les conséquences du modèle PS. Un enfant sur 4 en Wallonie sous le seuil de pauvreté. Enfin, il n'y a pas que le PS dans le gouvernement en Wallonie non plus. Un enfant sur 3, mais c'est une situation la ritournelle de la NVA par cœur. Et nous n'allons jamais choisir. On repart dans le socio-économique, mais on a compris votre vision de l'avenir. Alors, Paul Magnette, une réaction à ça? Oui, nous, clairement, d'abord, je pense aux téléspectateurs courageux qui regardent notre débat, alors qu'il y a du soleil, qui seraient en train de prendre l'apéro et de faire un barbecue dehors. Et commencer à leur dire, alors qu'ils n'ont pas encore choisi, qu'ils n'ont pas encore voté, voilà, ça va être tel ou tel gouvernement. Non, parlons du fond, parlons des programmes. Si vous posez la question de savoir par rapport à la NVA, il n'a pas exclu le PS, vous n'excluez pas la NVA? Mais on ne doit pas, si on commence à dire j'exclus un tel, on paralyse le pays. Mais par contre, ce qui est clair, c'est qu'on ne va pas se mettre à la table pour encore bloquer le pays pendant 500 jours avec une NVA qui voudrait négocier la fin de l'État. Ça, ce sera sans nous. Et on ne va certainement pas non plus entamer la réforme de démantèlement de la sécurité sociale qui aura des conséquences catastrophiques pour les gens qui ont besoin de se soigner, pour les pensionnés, etc., que la NVA voudrait. Donc ça, c'est non. Il nous reste 5 minutes et on va terminer avec les francophones. Charles Michel. Pour rafraîchir les mémoires, en 2010, pendant des centaines de jours, c'est principalement le PS et la NVA qui, ensemble, ont négocié. Et c'est plus tard, quand
quand le MR était le deuxième parti, vous l'aviez écarté avec l'Open VLD. Donc, quand les libéraux sont revenus, on a fait cette réforme de l'État. Ça a été difficile, on l'a fait ensemble. On a pris des décisions. Il faut faire fonctionner cette réforme de l'État. La priorité absolue pour le MR, et c'est ça que j'ai indiqué avec le Hauteur B, le plan du CDNV il y a quelques semaines, et avec l'Open VLD, c'est de faire des réformes économiques et sociales. Et c'est jamais avec la NVA, parce que vous dites avec. Moi, je ne crois pas à la NVA. Je pense que la NVA est un parti séparatiste qui veut casser le pays. Une exclusive, je ne pense pas que la NVA est un partenaire réaliste crédible. Je ne le pense pas. Benoît Lidjen. Alors c'est vrai que Charles Michel est plus rassurant que Didier Reynders dans ses propos. Allez, vous méritez mieux que cela. Vous méritez mieux que cela. Vous méritez mieux que cela. Vous lisez ce que vous dites dans les journaux, oui. Ce que vous déclarez, vous, dans les journaux, vous le lisez, d'accord. La priorité, c'est d'abord, effectivement, je me réjouis, l'économie, l'emploi, faire en sorte que demain notre pays puisse se développer. On l'a stabilisé au travers de la réforme de l'État, et bravo ceux qui ont contribué directement dans les coulisses pour amener cette bonne réforme de l'État. Il va y avoir l'enjeu aussi au niveau des régions de pouvoir accueillir ces compétences. On en a très peu parlé jusqu'à présent pour faire en sorte que demain, en emploi, en soins de santé, dans des domaines aussi importants que les allocations familiales, notre pays continue à apporter des solutions à chacun des habitants. Donc on a été assez loin à ce niveau-là. Donc que tout le monde, on va le voir dans quelques jours, au niveau de la révision des articles de la Constitution, nous ne souhaitons pas effectivement, nous autres, aller de nouveau dans cette voie-là pour donner un signal qui sera un signal, oui, on va quand même faire une grande réforme de l'État à nouveau. Non, stop à cette réforme de l'État. Oui, au développement d'une réforme en profondeur de notre fiscalité et de l'emploi, du développement du bien-être et du développement humain dans nos contrées. C'est ça le plus important. Alors Olivier Maguin, tous vos collaborateurs, collègues francophones peuvent vous rassurer. Oui, collaborateurs n'était pas le bon mot. Collègues peuvent vous rassurer. D'abord, ceux qui croient qu'ils vont prendre le programme socio-économique de la NVA sans prendre son programme institutionnel trompent l'électeur. Alors chacun reconnaîtra ceux qui sont susceptibles de tromper l'électeur dans ce propos. Deux, la cogestion de Bruxelles par les deux autres régions, c'est la mise sous tutelle de Bruxelles. Nous ne l'accepterons jamais. Bruxelles est une région à part entière. Nous n'excluons pas le rôle des communautés, mais nous considérons qu'il y a moyen de faire évoluer les institutions bruxelloises pour que la dualité linguistique dans les institutions bruxelloises soit abolie et qu'on trouve un autre mode de fonctionnement des institutions plus harmonieux et plus respectueux de la volonté des Bruxellois. Et trois, il faudra quand même que l'on fortifie la Fédération Wallonie-Bruxelles par des politiques communes qui soient plus significatives pour l'avenir même des Wallons et des Bruxellois. Et ça, je ne le reproche pas au Parti flamand. Si notre niveau de qualification n'est pas suffisant en Wallonie et à Bruxelles, c'est parce qu'on n'a pas porté l'essentiel du débat là où il fallait le porter depuis tant et tant d'années au sud du pays. 30 secondes de réaction, Bruno Tobak, parce qu'on me donne un peu des temps de parole ici et apparemment vous aviez un petit peu moins que les autres. Oui, dans l'oreillette, formidable. Donc vous voyez, ça a l'air d'être vraiment terminé, à part la NVA qui veut un État confédéral. Oui, écoutez, moi je suis né en 1969. Comme moi. La réforme d'État. Chez vous, ça se voit pas encore. On vous laisse. Oh, il est charmant. Un grand cri. Les réformes d'État ont commencé en 1970. Ça fait depuis 1970 qu'on fait des réformes d'État. Moi, dans ma vie, dans ma carrière politique, mais au moins dans ma vie, j'espère qu'un jour ça s'arrêtera et qu'on peut se concentrer non à changer le pays tout le temps, mais à changer notre économie, en la rendant plus solidaire, plus juste, plus productive. C'est ça le défi des années qui viennent. C'est pas la réforme d'État pour moi, au moins pour les 5 années qui viennent, c'est fini maintenant. On s'arrête là. Stop institutionnel après. Donc, est-ce qu'il faut un gouvernement Di Rupo 2 ? Écoutez, Epelo n'y siège pas, donc je ne peux pas voir les choses de l'intérieur. Je vois les choses. On voulait bien. Oui, je vois les choses. Je vois les choses de l'extérieur et de l'extérieur. C'est vrai que l'institutionnel est derrière nous et Ecolo a pris ses responsabilités, tant mieux. Mais on sent aussi le désarroi et la colère d'une partie croissante de la population qui s'exprime à travers les sondages en soutenant des partis extrêmes. Et donc je pense qu'entrer en campagne, quand M. Di Rupo entre en campagne en disant le pays est stabilisé, c'est un message de déni par rapport à cette partie de la population qui rêve d'autre chose. Il a quand même sorti le pays de la crise ou pas, ça vous il a sorti certainement le pays de la crise institutionnelle grâce à ses 7 partenaires autour de lui. Maintenant, parce qu'il a eu le soutien d'Ecolo pour la réforme de l'État. Il était nécessaire ce soutien et on a joué le jeu. Maintenant,
Maintenant, ce qui est important, c'est de sortir des affaires courantes. Moi, j'ai l'impression que le gouvernement Di Rupo, il n'est jamais sorti des affaires courantes. Ce qu'il faut, au lendemain des élections, le 25 mai, à tous les niveaux de pouvoir, ce sont des gouvernements qui ont du souffle, du projet, de l'enthousiasme et qui s'adressent notamment à ces plus de 50% de jeunes qui, dans la commune de monsieur, se demandent si on les envoie juste dans un cul-de-sac. Et donc, moi, que ce soit Di Rupo, Paul Charles, etc., finalement, ce qui importe, c'est qu'il y ait du souffle, un projet et un vrai avenir pour, non pas simplement la Belgique. On a donné un avenir à la Belgique, mais un avenir aux Belges aujourd'hui. Bonsoir Michel, une petite réaction à ça ? Mais ce qui va compter, c'est le programme et le projet, chacun l'a compris. On n'est pas dans un pays où on fait une élection du Premier ministre. Dans d'autres pays, on élit un chef de gouvernement, un chef de l'État. Et donc, on sait bien qu'en Belgique, avec des partis francophones, néerlandophones sur le plan fédéral, ce qu'il faut, c'est une épine dorsale. Et moi, le souhait que j'ai, c'est que pendant les quelques semaines de campagne, avec de la qualité, avec des arguments, on puisse convaincre les citoyens de faire confiance à tel ou tel parti et qu'ils puissent voter en connaissance de cause. On sent que quand on met un bulletin de vote dans l'urne, on vote pour soutenir un projet politique. Voilà. Alors, les temps de parole, on me les a bien donnés, donc tout le monde doit être équilibré. C'est la fin de ce débat. En tout cas, je vous remercie d'avoir sacrifié votre barbecue du dimanche pour venir nous rejoindre sur la RTBF. Merci soleil pour ce bon débat, grand débat belge. Et je vous invite à tous à regarder, bien sûr, le JT de 13h qu'il ne faut pas rater.